Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous savez quoi? Vous avez fait le bon choix. Vous êtes bien sur France 3 Hauts-de-France, à Boulogne-sur-Mer, au cœur de cette côte d'Opale. Et notre mariage à nous aujourd'hui, c'est celui d'une île du Pacifique, Malpelo, avec le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer, Nausicaa, devrais-je dire le grand Nausicaa. Bonjour Loïc, c'est désormais le plus grand aquarium d'Europe. Tout à fait Jean-Luc, son inauguration a eu lieu hier soir et cela se confirme. Déjà la nouvelle star avec les poissons évidemment, c'est ce nouveau grand bassin, une véritable prouesse technologique et un spectacle hors du commun. Vous allez nous montrer ça. On va découvrir tout ça ensemble. Vous allez où là tout de suite vous? À moi dans les réserves aquariologiques, dans les coulisses. Et moi je vais en immersion. C'est parti, générique. Je vous l'avais dit, vous allez en prendre plein les yeux. Allez, je vous emmène, on va découvrir ce nouveau Nausicaa. On va rentrer dans le monde des hautes mers. Merci mesdemoiselles. Venez, les premiers visiteurs découvrent l'endroit depuis 9h30 ce matin. Boulogne-sur-Mer qui a fait la fête aussi avec un spectacle pyrotechnique. C'était dans les rues de Boulogne hier soir. Environ 20 000 personnes ont fait la fête à ce nouveau Nausicaa. Je vous laisse déguster les images de Delphine Lahandé. Quant à moi, je plonge. À tout de suite. Après la fête dans le ciel, nous, on a plongé. Bienvenue dans le monde de la haute mer. Imaginez ici, nous sommes à 15 mètres sous la surface de l'océan. Et regardez comme on y est bien. Et pour en parler, on va rejoindre Stéphane Liénard. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors derrière vous, on va y aller. C'est vraiment un spectacle unique, ce sont des méduses. Alors là, en quoi sont-elles uniques? Là, ce sont des méduses qui sont les plus grandes qu'on connaisse dans cette famille de méduses qui sont des orties de mer, des méduses très urticantes en fait. Elles sont celles-là du Pacifique, c'est la méduse Chrysaora et elles sont d'une taille vraiment inhabituelle. On a eu la chance de pouvoir présenter ces animaux parce que c'est un aquarium, un des plus grands aquariums jamais construits pour présenter des méduses. Alors c'est une première, alors si on met la main dans ce bassin, clairement, est-ce qu'elles sont dangereuses? Elles sont très urticantes. Leurs cellules contiennent une petite cellule de venin avec une pointe qui va injecter ce venin dans leurs proies, mais aussi dans leurs agresseurs. Et quand nous on met la main dans l'eau, elles peuvent nous considérer comme des agresseurs. Donc il faut être très soigneux, très précautionneux lorsqu'on entretient cet aquarium. Mais l'équipe qui est ici, qui les élève, connaissent très très bien tout ça. C'est vraiment magnifique, ça plaît aux enfants ça. C'est assez magique parce qu'on les connaît pour leurs piqûres, mais quand on les voit comme ça, on se dit bon sang, elles sont tellement belles. On a l'impression qu'elles font un ballet, qu'elles dansent un ballet, quoi. C'est magnifique. C'est clairement, on va se diriger là-bas, Stéphane, ça va être le succès de Nausicaa, ça aussi. Hein. Ah le plancton, c'est tellement important d'en parler au début de cette visite quand on met la tête sous l'eau que effectivement c'est une bonne façon une bonne entrée en matière. Et puis alors regardez, là on va y aller. Regardez, Olivier va venir avec nous. Là, on a un petit peu les chocottes quand on rentre ici, clairement. On est dans la cage de requin et là, il faut se tenir ici. Laissez les mains là surtout, ne mettez pas les mains à l'extérieur. Non, parce que, ça y est, il arrive. Voilà, il arrive. Ici, l'eau est assez trouble parce qu'il y a beaucoup de plancton et c'est une eau très riche. Et il y a des visiteurs comme ça qui peuvent apparaître d'un seul coup à quelques mètres. Celui-là, il fait bien 3,50 m, 4 mètres, une grosse bête déjà. On a vraiment l'impression d'être à côté. Hein. Alors la cage... C'est un requin blanc, c'est ça? C'est un requin blanc, c'est le grand requin blanc. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Hein. Il y en a un qui devrait arriver d'ici peu. En général, ils se suivent. Attendons. Ah, ça y est, le voilà. Là, l'autre. Oh là là. Clairement, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux?
Le requin blanc, c'est un requin qui mange des proies qui sont de la taille d'un homme. Donc un homme en combinaison qui ressemble un peu à une otarie, en détresse en surface, ça peut intéresser un requin blanc. Heureusement, les requins blancs sont plutôt méfiants et fuient les hommes. C'est tant mieux pour nous. Et on rappelle que le prédateur du requin, c'est l'homme, hein, clairement. Mais oui, en fait, il y a 100 millions de requins chaque année qui se font comme ça, pêchés et dépecés par les humains. Le prédateur du requin, c'est l'homme. Bon, mais Stéphane, vous restez avec nous. Je tourne pas le dos, vous me prévenez au cas où. Je regarde. Parce qu'il y en a des richesses ici à Nausicaa. Pendant que le requin est juste derrière moi, on va en voir d'autres avec ce reportage signé France 3 Côte d'Opale, signé Valérie Dermercédian et Nathalie Abraire. C'est un endroit unique où l'on peut croiser des requins gris, des lions de mer, mais aussi des créatures minuscules. Nausicaa, le centre de la mer, il a ouvert ses portes en 1991. Présenter des espèces locales et les relations entre l'homme et la mer, c'était la vocation initiale de l'exposition Des rivages et des hommes. On présente la vie planctonique au public avec son principal prédateur qui est la méduse. On a différentes espèces présentées. Et ce qu'on veut surtout représenter et justement montrer au public, eh bien, c'est la richesse et l'importance que le plancton peut avoir dans l'océan. 7 ans plus tard, Nausicaa s'agrandit avec son fabuleux lagon aux poissons multicolores, 3000 animaux, 130 espèces, un émerveillement pour les visiteurs. Tous les systèmes ici sont bien structurés, c'est beau à voir. C'est magnifique. Oui, ça c'est l'argent qui donne quelque chose en plus. Je voulais lui faire découvrir les animaux de près. Tout est fait ici en sorte pour qu'il puisse les approcher, les découvrir. En 2011, pour ses 20 ans, Nausicaa propose un véritable voyage autour des mers du globe, d'île en île, histoire d'île. Ici, on est vraiment dans les îles, donc on a effectivement des animaux des tropiques qui sont très colorés et qui créent vraiment le spectacle, tels que les poissons clowns. Au total, dans cette première partie d'exposition, 36 000 espèces sont présentées au public. Hippocampes de Méditerranée, régulars et des variétés nichées dans les coraux qu'on dirait tout droit sorties d'une aquarelle. Nous voulons mettre un coup de projecteur sur les petites espèces qui ne seraient pas forcément visibles dans de plus gros volumes. Donc on peut retrouver des exemples de crevettes, de petits gobies ou des poissons mandarins qui sont très jolis à regarder. Avec sa nouvelle extension, Nausicaa voit encore plus grand, 60 000 espèces sont visibles. Le visiteur est plongé dans une autre dimension. Regardez comme c'est beau, Stéphane. On a sous les yeux des pilchards de Californie. Autrement dit, ce sont des sardines pour le grand public. Ils font partie de la famille des sardines en fait, oui. Et il y en a combien là? Dans cet aquarium, il y en a déjà 1000. Et pourquoi on appelle ça, je voyais derrière moi, le sardine run? Ah, parce que run, ça veut dire courir. Et il y a des endroits dans le grand océan, dans la haute mer, où ces sardines se rassemblent soit pour se reproduire, soit pour manger. Et ça attire la convoitise de tas de prédateurs, des oiseaux, des otaries, des poissons comme les thons, qui viennent pour essayer de les capturer, pour en manger un peu. Et pour leur échapper, elles courent dans tous les sens. Sardine run. Donc le sardine run. En tout cas, c'est très très beau. On le rappelle, Stéphane, l'un des objectifs de Nausicaa, c'est bien la préservation de l'écosystème et des océans. L'écosystème qui relie l'homme à l'océan, l'homme a une place là-dedans et c'est très important parce que l'avenir de l'humanité va certainement dépendre de ces hautes mers, ce nouveau territoire qu'on ne connaît pas, qui représente la moitié de la surface de la planète et qu'on a si peu étudié qu'on en sait à peine plus sur les hautes mers que sur Mars en fait. Et on le répétera, et cette haute mer, on en voit déjà un aperçu là avec cette faille qui est superbe. Ouais, ça c'est un morceau, et d'ailleurs il y a d'autres sardines là-bas, les sœurs de celles qui sont dans ce cylindre qu'on vient de quitter, et puis des harengs, et puis des maquereaux, tout ça, c'est un vrai écosystème. Alors Stéphane, là, vous m'avez emmené à une maison sous la mer. Alors là, ça va être aussi un des clous du spectacle ici à Nausicaa. Maison sous la mer, on doit y voir des murènes et des mérous géants, mais là, je les vois pas. Ils sont là, il faut chercher un peu. En fait, cette construction, c'est un récif qui a été créé par l'homme et qui convient tout à fait aux besoins des animaux qui viennent le coloniser spontanément, en fait. Alors là, cette murène, elle a quoi de particulier? Alors cette murène adulte, elle nage très peu, elle est sédentaire, elle vit sur un récif, elle se cache dans les crevasses ou elle se cache dans ces constructions spécialement faites pour elle par les hommes. Et elle a des larves.
qui sont transportés par les courants marins et qui à un moment donné se métamorphosent et cherchent un abri. Et des abris, il n'y en a pas partout. Et là où il n'y en a pas, l'homme peut en créer et ça permet à plus de murènes de trouver un abri. Ça permet à la mer de produire davantage grâce à l'activité des hommes. Alors on le rappelle, l'eau elle est à quelle température là? Ici on est sous les tropiques, donc l'eau est environ 24-25 degrés. 24-25 degrés, idéal pour les murènes mais aussi pour se baigner. Alors pour là, aussi, là c'est vraiment le clou, moi j'adore, même s'il fait un petit peu peur. Ce sont les mérous géants, c'est vraiment extraordinaire comme poisson. Hein. Ah oui, celui-là il a déjà une bonne vingtaine d'années, celui-là on a une trentaine, c'est une confrérie, là, ils s'entendent très bien et ce sont des animaux qui sont toujours emblématiques parce que d'abord ils sont très calmes, ils restent sur place et on a l'impression qu'ils nous contemplent, et ben c'est la vérité. Ah, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'ils nous voient? Ils nous voient parfaitement à travers la vitre, surtout que ce matériau de vitrage est particulier, il a un indice de réfraction qui est très proche de celui de l'eau, c'est un acrylique particulier et donc ils nous voient aussi bien que nous on les voit. Ça c'est formidable. Et ils sont toujours aussi calmes que ça? Quand ils mangent, ils sont un peu plus vifs, mais ils sont très confiants, ils se sentent bien ici, et puis après tout, nous sommes leur récréation. Hein. En tout cas, c'est la maison, c'est leur maison que vous pourrez visiter. Alors ça, les visiteurs, merci Stéphane de cette petite visite. Merci à vous de nous avoir guidés ici dans les Hautes-Mers. Là, les gens vont pouvoir voir ici cette maison sous la mer, on est sous les hautes mers, mais il y a aussi des endroits que l'on ne peut pas voir à Nausicaa. Et nous, on y est allés dans les coulisses, dans les réserves, avec Loïc qui s'est fait, non pas petite souris, mais petite sardine. À vous Loïc. Merci pour ce nom de scène Jean-Luc, mais c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir se faufiler jusque dans les coulisses de Nausicaa, pour être exact dans les réserves aquariologiques avec Marion. Vous êtes soigneuse ici. Alors on pourrait même parler de backstage hein, si on fait référence à ces espèces qu'on retrouve dans ce bassin. Pourquoi sont-elles ici Alors en fait ce sont des raies-guitares, donc elles sont dans ce bassin pour un projet européen de reproduction. Donc ce sont des adultes et ce sont en fait des géniteurs. Elles vont pouvoir en fait tout simplement s'accoupler entre elles et nous permettre d'avoir des bébés raies-guitares nés en captivité. Donc pour d'autres aquariums qui souhaitent avoir des raies-guitares, c'est tout à fait intéressant pour eux de nous demander d'avoir des petits. D'accord, donc là ce sont des adultes, mais vous avez eu aussi des naissances ici même oui. À Nausicaa. Oui, vous pouvez nous les montrer? Oui, bien sûr, elles sont ici. Donc qu'est-ce que c'est qu'on va retrouver dans ce bassin? Donc ici on a des raies pastenagues violettes. Et oui. Je me mets juste ici parce qu'elles ont l'habitude de manger dans ce sens-là. D'accord. En fait, ce sont des bébés qui sont nés il y a quelques semaines. Donc on est sur du 3 semaines, 1 mois. Et les parents sont là depuis plusieurs années à Nausicaa. Et les mamans ont reproduit déjà 2 fois. Donc c'est la 2e génération. On a déjà eu des bébés il y a 1 an et demi. Et ces petits sont peut-être voués à être répartis dans d'autres aquariums aussi. Donc projet européen également. Est-ce que c'est le genre de raie qu'on peut caresser comme on fait quand on va sur certains bassins? Non, ce sont des raies venimeuses. Donc elles ont en fait un dard qui est rempli de venin. Par contre, vous allez voir, elles sont extrêmement cool. Vous allez voir, elles vont venir à la main. Vous pouvez quand même leur donner à manger à la main. On peut leur donner à manger à la main. Voilà. Après, quand elles vont grandir, on évite de le faire, tout simplement parce que il faut qu'elles prennent l'habitude de manger aussi toutes seules. Mais pour le début, c'est très intéressant pour nous parce qu'on peut voir, vous voyez, elles se mettent sur le dos, on peut voir si l'animal va bien, s'il n'a pas de blessure, s'il se porte bien, et puis aussi voir si tout le monde mange. Pour les petits, c'est très important. Et vous indiquez qu'elles vont peut-être être amenées à rejoindre d'autres aquariums, pas forcément celui de Nausicaa. Oui. Vous avez reçu en échange récemment des Pays-Bas des raies aigles. Peut-être que vous pouvez les voir, Jean-Luc, de là où vous êtes? Non, pour l'instant, je ne les vois pas. Regardez où je suis dans la gueule du mégalodon. C'est un grand prédateur qui a vécu il y a 16 millions d'années. Je vous l'avais promis tout à l'heure, ce fameux grand bassin que tout le monde parle, que toute la presse internationale en sent depuis plusieurs mois. Eh bien, regardez, vous l'avez sous les yeux sur l'antenne de France 3. C'est ce grand bassin, 10 000 mètres cubes d'eau, 22 000 poissons. Ça va être vraiment le clou du spectacle à partir d'aujourd'hui, donc à Grand Nausicaa. Bonjour Agnès Lavergne, bonjour. Vous êtes responsable de la médiation. Alors moi je voulais savoir, vous avez ressenti quoi vous quand vous l'avez vu pour la première fois en avant-première, ce grand bassin? Je crois qu'instantanément on retrouve ses yeux d'enfant et ce spectacle magnifique qui est offert à partir d'aujourd'hui, c'est un moment énorme. Et quelle aventure de voir ça. Et quelle aventure. Et puis c'est vrai que ce spectacle
changeant en permanence et apporte cette émotion. C'est l'objectif. Alors à Nausicaa, on y voit des belles choses, mais aussi, il faut le répéter, on y apprend beaucoup de choses aussi. C'est votre objectif à vous. Hein. Oui, en effet, une des valeurs fondamentales et fondatrices de Nausicaa, c'est la question effectivement de la sensibilisation des publics, pouvoir offrir cet émerveillement et cette curiosité pour apprendre. C'est une question qui est aussi intéressante dans la visite, et également en amont de la visite et après la visite. Et donc ça, c'est notre rôle, c'est de pouvoir offrir pendant la visite des solutions d'accès pour les plus jeunes comme pour les arrière-grands-parents. Ah oui, toute génération. Et rappelez-moi combien d'enfants, combien de jeunes viennent ici par an? Alors on accueille 130 000 enfants en groupe chaque année et environ 30 000 élèves qui viennent dans le cadre scolaire. Donc c'est quasiment tous les jours. Donc c'est tous les jours, oui. Merci Agnès. Vous savez quoi? On les a suivis, ces jeunes, avec Valérie Damerciédian et Guy Hayard. On les a suivis lors d'une visite et ça commence sous le soleil, sur la plage, et c'est à 2 pas de Nausicaa. Regardez, reportage. Cela commence par une balade vivifiante sur la plage de Boulogne-sur-Mer, à la pêche au plancton. Donc c'est un filet aux mailles très fines, on a un petit réservoir pour garder de l'eau. On va chercher à prélever des choses qui sont microscopiques. Aller à Nausicaa, c'est bien sûr découvrir la biodiversité marine, mais surtout connaître le milieu qui nous entoure grâce aux ateliers pédagogiques. Et donc je vous propose, c'est de prélever un peu de cette mousse et puis ensuite de l'observer en laboratoire en même temps que le plancton qu'on va ramener. Ce matin-là, cette classe de première scientifique de Saint-Paul-sur-Ternoise est venue étudier le ver de mai, cette mousse qui se forme sur la mer, un prolongement de son cours sur la problématique de l'eau. Par contre, monter un petit plancton, un petit individu, un petit animal, non? Je le mets au centre si tu veux. L'objectif pour moi, c'était d'y mettre une problématique locale, donc liée au littoral. On constate de la mousse et on va essayer de rechercher d'où vient ce phénomène. Et on va remonter ensuite le long des rivières, voir d'où viennent les apports en nutriments qui sont responsables de cette prolifération. Et ensuite, on va essayer de voir dans une ferme quelles sont les techniques agricoles qui sont mises en place actuellement pour limiter le lessivage. On a identifié la larve de balane en fait. Et donc on peut voir, on est en train de bien l'observer de près. L'univers insoupçonné d'une goutte d'eau de mer, connaître son milieu pour mieux le préserver, c'est l'objectif de ces ateliers. C'est là le message que Nausicaa veut faire passer, leur faire comprendre que ce milieu est fragile et qu'il est important de le préserver pour qu'on puisse continuer à vivre avec. Un message à diffuser pour que de nombreuses générations encore profitent des trésors de la mer. Alors là, cet endroit, il est tout simplement magique. C'est la ronde des cachalots. Vous le voyez, un 360 degrés au milieu des cachalots. Vous êtes au cœur de l'océan avec un univers sonore complètement incroyable. Écoutez. Des sons enregistrés et captés par Michel Rodolphi. On le verra tout à l'heure. Je peux vous dire qu'ici, il y a vraiment une réelle émotion, notamment pour les oreilles. Alors des mammifères comme ça, il y en a plein d'autres à Nausicaa. Il y a ces fameux otaries. Loïc Benèche, vous êtes au milieu des lions de mer. Alors moi j'ai un petit faible pour Speedy. Comment va-t-il? Je ne suis pas expert en otarie, Jean-Luc, mais j'ai l'impression qu'à 22 ans, Speedy a l'air plutôt en forme. Il a l'air d'avoir encore un bon coup de fourchette. On se trouve dans la réserve californienne des lions de mer avec William, qui est entraîneur ici. Alors, bonjour. Cette réserve californienne, elle accueille des otaries qui viennent d'où? Alors, elles viennent de différents parcs européens. Ce sont des animaux qui sont nés en captivité, puisqu'ils sont protégés par la Convention de Washington. D'accord, et donc vous avez contribué à leur sauvegarde un petit peu ici? Alors c'est un rôle de conservation et nous, notre quotidien est de s'occuper de ces animaux et de les montrer aux visiteurs pour les sensibiliser. Alors comment vous faites pour vous assurer de leur bien-être avec le programme quotidien? Ça change tous les jours? Alors ça change tous les jours, on met un maximum de variantes aussi dans ce qui leur est demandé et proposé. Et les horaires d'animation aussi vont varier toutes les semaines pour justement mettre un maximum de variabilité dans leur vie en captivité. Ici, on est dans un lieu où ils se produisent en public, mais ce n'est pas tout ce qu'ils font de leur journée, même si ce sont des animaux joueurs.
Alors on fait des animations en contact avec les visiteurs, mais il est vrai qu'on travaille aussi beaucoup dans les coulisses, plus particulièrement les entraînements médicaux. Donc les entraînements médicaux ont vraiment un rôle qui est très très important, qui nous permet d'habituer les animaux à différentes manipulations que la vétérinaire est susceptible d'effectuer pour vérifier leur état de santé ou l'assurer. Et ça nous évite tout simplement de les capturer et de les forcer à faire quelque chose. Tout se fait volontairement, comme on peut l'observer. D'accord. Et au niveau alimentation, alors du coup, comment ça se passe Alors au niveau des alimentations, eh bien, ce sont des animaux piscivores, donc ils mangent du poisson. En quantité quand même qui peut être assez abondante. Un animal comme Speedy, l'un de nos plus gros animaux, peut manger jusqu'à 9 à 10 kg de poisson par jour. Et on leur donne du poisson gras et du poisson maigre, donc avec des valeurs caloriques qui sont vraiment différentes. En poisson gras, on a des maquereaux, des harengs et des spras. Et en poisson maigre, on leur donne du merlan et des caplans et quelques céphalopodes tels que du calmar. Et la présence du public, là, comme on peut le voir, ils sont amateurs de ça? Ah, tout à fait, ils sont très très friands et puis c'est vraiment des animaux qui sont magnifiques. Et on essaye d'être le plus consciencieux dans nos animations. Elles sont vraiment très ludiques, très pédagogiques et scientifiques. Donc je pense que les gens repartent avec des connaissances et on est fiers de nous. Ouais. Et est-ce qu'on peut donner le mot de la fin à Speedy? Parce que je crois qu'il a un message à donner à Jean-Luc. Oui, tout à fait, il a un message à donner à Jean-Luc. Excellent, merci Loïc. Alors moi je parle de Speedy, je peux vous dire qu'il nous a souhaité une très belle visite. Alors les lions de mer, on les connaît à Nausicaa, mais ce qu'on va vous montrer dans les prochaines secondes, ça, vous l'avez jamais vu. Regardez, on vous emmène, nous sommes dans le tunnel, 18 mètres de long, c'est une chose incroyable. On parlait de magie tout à l'heure, alors je peux vous dire qu'ici il règne une vraie magie au-dessus de nous, et ben c'est tout simplement l'océan avec ce tunnel. On va rejoindre l'un des personnages principaux de Nausicaa avec Alexandre Boucher. Bonjour Alexandre. Bonjour. On admire encore là. Eh oui, c'est la magie du spectacle là, qui s'offre devant nous et puis qui s'offre surtout au public pour la première fois aujourd'hui. Alors vous avez troqué le casque de chantier pour la cravate. Expliquez-nous, en quoi est-ce une véritable prouesse technique ce tunnel? D'abord, on est dans un ouvrage qui est extrêmement atypique. Hein. C'est un bâtiment unique au monde, j'ai envie de dire, et avec une géométrie tout à fait particulière, qui est celle qu'a imaginée l'architecte Jacques Rougerie et Sophie Rougerie. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Jacques Rougerie. On va regarder et on va essayer de comprendre. Olivier va montrer, il y a 500 tonnes de pression. C'est ça, c'est quelque chose d'unique. Hein. Alors, c'est effectivement un ouvrage qui est particulièrement sollicité, puisque vous avez une colonne d'eau qui exerce son poids sur l'ouvrage. Et effectivement, ça a nécessité quelques centaines d'heures de calcul d'abord, de la part des ingénieurs et des bureaux d'études. Et puis ensuite, bien entendu, une mise en œuvre extrêmement technique, à la fois sur le support en béton armé, et puis ensuite sur ces voûtes en métacrylate. Alors le métacrylate, c'est très épais, ça fait combien d'épaisseur ça? Alors celui-ci, avec l'effet de voûte, n'est pas particulièrement épais, il fait une dizaine de centimètres. En revanche, la grande baie que vous allez découvrir tout à l'heure, elle fait 38 cm d'épaisseur, puisqu'elle reprend une poussée horizontale de effectivement 500 tonnes. Bon, alors ma question est peut-être naïve, mais bon, vous êtes sûr, c'est incassable? Alors absolument sûr, bien entendu, hein, c'est la première des préoccupations d'un responsable de projet, d'un contrôleur technique ou d'une équipe projet dans son ensemble. Et l'ouvrage dans lequel nous trouvons, par exemple, ici, a un coefficient de sécurité supérieur à 20. C'est vraiment ce que, là on le voit depuis tout à l'heure, les gens ils sont scotchés, comme on dit. Hein. Alors, les gens sont scotchés, il y a forcément le sentiment aujourd'hui de passer d'un chantier à un ouvrage qui appartient au public finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie le bâtiment, cette fois-ci, pour s'intéresser au spectacle et au vivant. Parce que les stars, ce sont les poissons. Absolument. Merci Alexandre Boucher de nous avoir livré vos premières impressions. Alors, on parle de stars, il y a les requins marteaux ici, tout le monde en parle depuis tout à l'heure. Ils sont arrivés il y a quelques semaines et on était là pour leurs arrivées. Regardez, c'est une image qu'il fallait capter sur ce montage de Jean Vlasman. Moi, je vais vers les grottes. A tout de suite.
Net of zonder net? Oké. Voilà, ces requins-marteaux, on les appelle aussi les Formule 1 des mers. Alors vous voyez, le tunnel est juste derrière moi. On a du mal à le quitter tellement c'est beau. Moi, je vous emmène dans les grottes ici, les grottes sous-marines. Olivier va faire le tour. Moi, je vais essayer de passer en dessous, alors sans me cogner. Et je peux vous dire qu'ici, c'est un petit bonheur. Vous êtes sous l'océan et on est sûr que pour les petits bouts de chou, pour les enfants, ça va être un spectacle incroyable. Je vais ressortir en essayant de ne pas me cogner en étant 1m85, c'est un peu compliqué, pour rejoindre notre invité. Bonjour Renaud Herbert. Bonjour. Vous êtes responsable ici de l'aquariologie. Alors expliquez-moi, on est dans les grottes sous-marines. Oui, alors là, c'est la grotte sous-marine. On a essayé de reproduire un des écosystèmes qu'on peut rencontrer sur l'île de Malpelo. Donc à Malpelo, en fait, on a des grandes parois verticales qui descendent assez profondément. Et dans la paroi, il y a des grottes qui se forment et des fois qui traversent complètement un pinacle. On peut voir la lumière de l'autre côté. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici. Ça ressemble un peu, il y a un site là-bas à Malpelo qu'on appelle la cathédrale. C'est un peu ce qu'on reproduit ici. Alors l'île de Malpelo, vous êtes l'un des rares de Nausicaa à y être allé. C'est vraiment comme ça. Là, on est dans le Pacifique, au large de la Colombie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une île qui est d'origine volcanique, hein, qui vient des profondeurs, qui démarre à 4000 mètres de profondeur et qui remonte à la surface. Là, on a un décor qui ressemble vraiment à ce qu'on peut rencontrer là-bas. Après, le décor est encore vierge et demande qu'à être colonisé par des invertébrés. Alors, il y a une image aussi, Renaud, on va le montrer. Regardez, on est tout en haut. C'est magnifique. On a l'impression qu'on est à la surface avec le soleil et la lumière qui arrive là. Oui, en fait, dans le toit du bâtiment, il y a des ouvertures qui ont été faites et du coup on a la lumière du soleil qui passe par ces ouvertures et on bénéficie comme ça des rayons du soleil qui rentrent dans le bassin et là vraiment on a un aspect tout à fait naturel au niveau de la lumière. C'est magnifique. Avant de vous quitter Renaud, on va regarder, on parlait de l'île de Malpelo, regardez, Olivier vous montrer. On y est là, c'est un vrai voyage Nausicaa maintenant. C'est tout à fait ça, là on a vraiment un pinacle comme on peut en voir à Malpelo. Et juste à côté, vous pouvez voir une balise de détection des requins aussi, puisque à Malpelo, ils étudient les requins. Donc les requins sont marqués par des balises et à chaque fois qu'ils passent à côté du récepteur, on note que tel requin est passé et on peut étudier ainsi leur comportement, leur déplacement. Comme là-bas. Et aujourd'hui, ce sont les Boulonnais, les visiteurs qui viennent sur l'île de Malpelo, à Boulogne-sur-Mer. Il y a un univers aussi sonore très important et très émouvant ici. Oui, c'est sûr que l'univers sonore contribue beaucoup au rêve qu'on essaie de donner à nos visiteurs. Et le rêve ici, merci Renaud, le rêve ici, il est signé Michel Redolfi, compositeur, design, son. Et Corinne Sala et Delphine Alombe ont eu l'occasion de le rencontrer. Reportage France 3 Côte d'Opale. Le chef d'orchestre, c'est lui, Michel Redolfi. Grâce à lui, les murs de Nausicaa ont des oreilles. Compositeur, designer sonore du Centre de la Mer depuis son ouverture en 1991, il a imaginé pour l'extension 18 nouvelles ambiances. Nous avons 60 sources sonores différentes et on a eu près de 200 haut-parleurs dont vous voyez presque rien, puisque là, je vous dis, le son qu'on entend ici, en fait, il est diffusé de manière extrêmement discrète par là. Donc, c'est le seul bâtiment en muséographie, en scénographie, en aquarium,
qui est fait ainsi. Donc là aussi le challenge c'était d'entrer dans la masse de l'océan sans non plus aller trop fort dans le mais qu'on sente la substance, le poids de l'océan. Voilà. Là on est aspiré au centre de la vague ici. Et là on passe sous la vague, c'est notre univers. 1 an et demi de travail pour l'élaboration de cet accompagnement du visiteur. Un bon design, c'est un design qu'on n'a pas retenu, pas plus qu'on retient la musique de film. On palpite, on suit l'action, mais on oublie qu'en fait, très souvent, c'est la musique qui la guide. Par exemple, ici, on s'est aperçu que les gens avaient une démarche beaucoup plus lente et beaucoup plus contemplative lorsqu'il y avait le son. Des dispositifs expérimentaux jalonnent le parcours. Il y a ce banc ici qui donne le son des mérous, et en fait, c'est le banc qui distribue la musique, c'est un banc vibrant. Le cri du cachalot ne va plus jamais vous quitter. Le cri du cachalot. Regardez le grand spectacle de l'océan, on vous l'avait promis en début d'émission et j'espère que vous en avez plein les yeux. Parce que là, ce qu'on va vous montrer, c'est aussi l'événement. Tout le monde en parle depuis longtemps. Eh bien regardez, c'est sur France 3, Hauts-de-France en direct. Je vous emmène, les premiers visiteurs sont là. Regardez la grande baie. Ici on l'appelle l'Opéra. Je vous laisse admirer un petit peu en silence et en musique. Voilà, 18 mètres de long. Imaginez, il a fallu 6 semaines pour remplir ce grand bassin. Je vous le disais, ici on l'appelle l'Opéra. Alors vous le voyez, les gens ici sont là depuis tout à l'heure et je peux vous dire qu'ils en prennent plein les yeux. On a rencontré tout à l'heure nos invités. Ah ben voilà. Bonjour messieurs, dames. Vous savez quoi? Ce sont les premiers visiteurs. Vous y étiez là dès l'ouverture. Camille, avec votre famille. Pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui? Pour moi, Nausicaa, c'est vraiment beaucoup de choses parce que je suis vraiment passionné depuis l'âge de 4 ans par le monde marin et voir ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez là? Beaucoup de choses, ouais. Alors vous, messieurs, dames, vous accompagnez Camille, voilà, vos premières impressions de cette grande baie, monsieur? Impressionnant, vraiment impressionnant et beaucoup d'émotions. Et vous, madame? Ouais, c'est grandiose, on a suivi le projet, c'est vraiment très très beau. Vous vouliez être là aujourd'hui, hein? Tout à fait. Eh ben, on va vous laisser en prendre plein les yeux, vous retourner et admirer ce que le spectacle c'est derrière. Merci à vous. Alors venez, on va... Regardez, imaginez, vous voyez, je suis tout petit ici. Pourtant, je ne suis pas 1m85, mais regardez, il est là le spectacle. Ce sont les poissons derrière nous, des mètres au-dessus de nous. Et cette baie qui a été inaugurée hier soir en même temps que le Grand Nausicaa, c'était vraiment le clou du spectacle. Et vous savez quoi? C'est là qu'on a installé notre plateau. On ne pouvait pas rêver meilleur endroit et on va rejoindre nos deux invités, nos deux incontournables invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Philippe Valette, directeur de Nausicaa, directeur général. Jacques Rougerie, architecte. Bonjour. Alors, première question, Philippe Valette. Ça y est, on y est là, vous ressentez quoi là? Oui, c'est vraiment aujourd'hui puisque les premiers visiteurs sont venus découvrir je suis mal placé pour dire magnifique, mais exposition. Vous pouvez aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour nous c'était très important et surtout le premier regard du premier enfant. Et je crois que le pari est gagné puisque je crois que l'émerveillement est au rendez-vous. Alors vous avez dit un mot et je pense que Jacques Rougerie, architecte, sera d'accord. Vous recherchez l'effet waouh. Et là on y est, hein, Jacques Rougerie. Tout à fait, on est au cœur de Malpelo et je peux vous dire que cette sensation que le visiteur ressent est exactement la même qu'un plongeur ressent quand il est à Malpelo. C'est vraiment l'émerveillement de ce monde, de la biodiversité qu'il faut protéger et qu'il faut explorer. Donc regardez les enfants, regardez là, je regardais des enfants tout à l'heure, ils étaient là, ils regardaient ces raies. C'est vraiment un très beau spectacle, un très beau rêve pour initier les enfants à protéger l'océan. Et c'est vrai que les yeux brillent depuis ce matin. Merci messieurs de rester avec nous. On va voir des gens qui sont très importants ici, hein. Ce sont les soigneurs. Loïc Benège qui nous fait visiter toutes les coulisses et les endroits importants de Nausicaa. Mais je crois qu'il est juste au-dessus. Alors je ne sais pas si vous me voyez, moi je vous vois presque. Vous me voyez vous? Non, ça va être compliqué de vous voir Jean-Luc parce que je me trouve au-dessus de vous, au-dessus de ce
grand bassin. Je pense que c'est vraiment d'ici qu'on peut se rendre compte de l'étendue de cet aquarium qui a été creusé ici. C'est un lieu qui est fermé au public et donc c'est d'ici qu'on peut voir tout le travail effectué dans l'ombre par le personnel de Nausicaa. Alors pour ça, on va rejoindre Morgane qui se trouve tout au bout de cette passerelle avec Pascal. Alors on va faire attention parce que c'est en flottaison, donc ça tangue un petit peu. Voilà, alors on rejoint tout de suite Morgane. Je pense que tout cet endroit là, ici, tout ce qu'il y a là, tout autour de nous, on appelle ça la plage. Vous n'êtes pas là pour faire bronzette. C'est quoi les principales tâches de votre travail ici? Alors ça va être principalement la préparation de la nourriture dans la cuisine qui se situe juste à côté et puis ensuite le nourrissage. Voilà. Tous les nourrissages se font sur la plage. On va revenir sur le nourrissage dans quelques secondes, mais d'abord il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Ça se trouve derrière ces bouées jaunes, si on se tourne par là Pascal, dans ces bouées jaunes, donc c'est un bassin dans le bassin, c'est là que se trouvent les futures stars de Nausicaa. Alors nous d'ici on ne les voit pas très bien, peut-être que vous Jean-Luc, depuis derrière la Grande Baie, je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. Merci Loïc. Jacques Rougerie, ici vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'aimez pas le mot... Loïc, tu nous entends là? Vous nous entendez? Oui, je vous entends, oui. Je vous parlais des bébés requins marteaux en fait qui se trouvent là-bas. Morgane va peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi pour le moment ils ne sont pas dans le grand bain. Voilà, donc en fait on a réalisé une cage tout simplement pour les isoler un petit peu. En fait cet isolement provisoire va nous permettre surtout de les surveiller, de voir qu'ils grandissent bien et surtout de les nourrir facilement et de leur apprendre aussi à venir manger à ce qu'on appelle la cible, le target. Ensuite, on pourra les lâcher et donc ils viendront manger d'eux-mêmes vers nous. Alors, on parle de nourrissage, là je pense qu'on est sur une plateforme spécialement dédiée à ça. Je vais vous laisser vous mettre en place parce qu'il y a déjà plein de petits amis qui nous ont rejoints là au bord de l'eau. Il ne faudrait pas les frustrer. Donc ça se passe comment? Alors je vais tout simplement m'allonger et puis on va aller nourrir les raies qu'on appelle les mobulas ou les petites mantas. D'accord, très bien. Alors on vous laisse vous mettre en place. Et alors comment vous les attirez? Alors là je vais taper avec le biberon à la surface, c'est le petit signal en fait, et puis elles vont venir manger à la main tout simplement. Et comment ça se fait qu'il n'y a qu'elles qui vont venir et pas forcément d'autres poissons? Puisqu'en fait on met en place des entraînements pour chaque espèce et donc celles-ci ont appris avec ce signal à venir. Les autres n'ont pas appris donc ils ne viennent pas. On les voit, elles sont déjà là. Voilà. Donc on tape On tape un petit peu mais bon, elles ont déjà compris. Et puis c'est parti, on va leur donner à manger. On les nourrit de quoi? Alors c'est du krill, du plancton, c'est ce qu'elles mangent dans la nature. Vous allez voir en fait on va faire des nuages de krill et puis elles vont passer à l'intérieur. C'est impossible que les autres poissons n'en profitent pas. Bien sûr que si, ils en profitent un petit peu aussi. Et alors cette variété de raies, c'est quoi leur particularité? Alors ce sont des raies déjà qui mangent du plancton, donc c'est assez particulier puisque les autres espèces qu'on a ici dans le bassin mangent plutôt du poisson ou même des coques. Par exemple les raies aigles que vous pouvez voir dans le bassin mangent plutôt des coquillages. Voilà, celles-ci mangent du plancton. Et le fait qu'on est allongé ici, ça offre un spectacle pour les gens qui se trouvent où? Qui se trouvent devant la grande vitre et qui peuvent admirer le spectacle. D'accord. Et ben on va laisser Jean-Luc et ses invités en profiter. Merci Loïc, on vous voyait tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu tout à l'heure et c'est vrai que les petits requins martons, on les voit, ils sont juste derrière nous. Oui. On en parlait, Jacques Rougerie, vous me disiez tout à l'heure, j'aime pas trop le mot aquarium. Hein. Ah non, tout à fait, là vous n'êtes plus dans un aquarium, vous êtes dans un espace sous-marin, aquatique. La dimension de ce bassin est telle que, regardez cette vitre, moi, on a eu la chance avec Philippe, on a la chance de plonger. Ah, vous avez plongé hier, hein, c'est ça? On a plongé hier, mais surtout on plonge en mer et on retrouve ces mêmes sensations. C'est ce que je vous disais, donc le visiteur, le public, il est vraiment au cœur de l'océan, donc c'est une autre émotion. Ce n'est pas un aquarium, vous voyez. Un aquarium, c'est comme un tableau vivant. Là, vous êtes au cœur de Malpelo, vous êtes au cœur des océans. Alors justement, Philippe Valette, derrière nous, là, quelles sont les espèces de poissons que le public peut désormais voir dans cette grande baie? Alors vous avez là des platax, des carangues, des raies aigles, pastenagues, les mobulas qui sont en train de se nourrir. Et puis on voit à travers leur... on le voit à l'image. On voit à travers leur cage transparente les requins marteaux. Là, qu'est-ce qu'on voit, Philippe?
Alors ça, c'est des sardines qui sont en train de profiter du repas des mobulas. Parce qu'évidemment, on le disait, c'est du krill, hein, donc c'est du plancton. Les sardines, elles adorent. Hein. Et là, c'est une raie. Et alors, c'est une raie mobula, une petite raie manta qui vient se nourrir. Alors, elles ont la particularité, voilà, elles ont la particularité d'avoir des espèces de cornes à l'avant. En fait, ce sont des palpes qu'elles déploient quand elles mangent pour faire une espèce d'entonnoir, vous voyez, et concentrer la nourriture vers leur bouche. On voit bien, on connaît bien, les grandes raies manta font ça aussi. Qu'est-ce qu'on est bien là. Vous étiez hier en plongée, mais là on y est presque, nous aujourd'hui sur France 3. Et on a vraiment l'impression de la plongée ici. Je peux vous dire que avec Jacques, on se disait mais pourquoi on plonge? Parce que on est mouillé, on a froid au bout d'un moment, alors qu'ici c'est exactement la même impression. On va voir quelques images, Jacques Rougerie, des images 3D, c'était un peu l'avenir, maintenant c'est une réalité. Regardez ces images, c'était aussi un pari de ce grand Nausicaa, inscrit aussi tout près du port, tout près de la plage et tout près de la ville aussi. Oui, alors Nausicaa, il fallait que ce soit un symbole. Donc on a créé avec Joël Taquet une architecture, et avec Sophie, ma femme, donc qui est architecte, nous avons créé une architecture bionique, symbolique, qui passe le temps, qui reste pérenne et qui soit signifiante par rapport au sujet. Le sujet, c'est un centre de la mer, un centre pédagogique pour la connaissance des océans et la connaissance surtout de cette biodiversité. Donc il fallait que ce bâtiment soit représentatif de ce contenu. Voilà, on l'a créé donc comme ça avec Sophie. On va regarder aussi des images parce que quel chantier, ça fait longtemps qu'on en parle, ça a duré 2 ans. Regardez quelques images, on en parle juste dans quelques secondes. Vous me disiez, ça paraît loin ça. Oui, c'est vrai parce que c'est allé tellement vite, ça a été tellement dense comme aventure que quand on voit d'où on est parti, et la première chose à laquelle on pensait quand on construisait ça, c'était les visiteurs. Comment est-ce que on peut faire quelque chose le plus merveilleux possible pour les visiteurs? Alors on est en direct aussi sur nos pages Facebook France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie, et on a des messages aussi tout simples. On me demande d'où vient l'eau exactement derrière dans cet aquarium géant. C'est une vraie question ça. Alors l'eau, elle est en fait pompée sous le sable de la plage de Boulogne. Tout près d'ici. Absolument. Et en fait, le fait qu'elle soit pompée sous le sable fait qu'il n'y a pas de bactéries. Et donc elle est pure, elle est ensuite ajustée en température, en salinité. Mais vous savez, on renouvelle que 3% par jour, donc c'est presque rien. Et toute l'eau du bassin est filtrée en 4 heures. En 4 heures, rien que en 4 heures. Pour filtrer tout ça. Alors j'avais une autre question aussi. Isabelle nous dit la protection des espèces en aquarium, pourquoi pas les laisser dans leur milieu naturel? C'est une bonne question. Alors c'est une bonne question et c'est la raison pour laquelle on n'a que des jeunes individus. On prend des juvéniles quand ils ont toutes les chances de se faire manger dans la nature. Donc nous, notre prélèvement, il ajoute quasiment rien au problème de leur vie qui est très menacé. Et donc on prélève sur autorisation bien sûr à chaque fois. Je pense aux requins-marteaux par exemple. Les requins-marteaux, ils viennent de nurseries de poissons en Australie, de nurseries de requins-marteaux qui sont connus. Et on sait qu'il y en a peut-être 1 sur 100 qui en réchappent. Nous, sur autorisation du gouvernement australien, on en prend 10. Vous voyez, et il y en a des milliers bien sûr. Parce que c'est une espèce en danger. C'est une espèce qui est menacée. Et donc nous on a un impact qui est quasi nul sur l'environnement. Mais par contre quand ils sont ici, ils sont des formidables ambassadeurs pour que les visiteurs puissent participer, être sensibilisés à la fragilité des océans, mais aussi participer financièrement pour des opérations de conservation. Et on est en accord, on a une convention avec Malpelo, avec la fondation Malpelo, justement pour les aider financièrement à protéger les requins-marteaux. Et si vous n'avez pas cette interaction, vous voyez, malgré tout le respect que j'ai pour vos images, vous voyez, devant une télévision, on n'a pas l'interaction qu'on a avec des vrais êtres vivants. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais un petit gamin qui s'éloignait, apeuré parce qu'il y avait une grosse raie qui passait. Enfin, vous voyez, là, on est dans l'interactivité totale.
Et regardez ces images proposées par nos équipes et Loïc Lemarchand. On est dans le rêve, hein. On disait tout à l'heure, Jacques Rougerie, vous qui avez créé les maisons sous-marines, vous avez passé plus de 70 jours sous les mers. C'était ça votre objectif, hein. Et là, on peut dire que c'est l'un de vos plus beaux chantiers de votre vie. Ah oui, tout à fait. Vous vous rendez compte de la dimension et surtout la prouesse technologique de faire une telle baie, cette dimension de baie qui vous donne cette impression d'être au cœur de vivre vraiment au cœur du monde sous-marin. Et c'est vrai que pour moi, en tant qu'architecte, depuis tant d'années, je rêvais de faire un tel bâtiment avec notre ami ici présent, donc Philippe. Et c'est vraiment le démarrage de la Blue Society, d'ailleurs, comme dit Philippe, ça ancre des défis du futur pour les jeunes générations. Regardez ce regard que peuvent avoir ces enfants, regardez cet enfant, la façon dont il suit les animaux, donc ça les éveille tout de suite. C'est avant tout, non seulement ce n'est pas un aquarium, mais c'est un centre pédagogique, éducatif sur les grands enjeux de demain. Merci Jacques Rougerie, vous voyez on a vu une superbe raie. Alors on parlait des plongeurs, on va les rejoindre, Loïc Benèche qui est avec nous. Loïc, vous êtes avec ces plongeurs, et on en parlait, hein, ce sont des sacrés vénards, hein, tous les jours, c'est un super bureau, hein. Je vous vois encore une fois là-haut. Là, hein. Oui, tout à fait, bon. Je vois bien que vous en prenez plein les yeux derrière la grande baie, mais imaginez plonger dans ce bassin et nager au milieu de centaines de poissons. Bah, c'est la chance par exemple de Vincent qui est à côté de moi. Est-ce que vous avez encore ce sentiment, des mois après vos premières plongées, d'être privilégié? Exactement, c'est vraiment une chance, hein, d'être plongeur dans ce grand bassin, de pouvoir profiter de toutes ces espèces, s'en occuper et de les voir de près. Vous avez le souvenir de votre plus belle émotion? C'est la première fois qu'il y a un banc de harengs qui s'est écarté devant mon masque, c'était vraiment comme dans le milieu naturel. Bon, on va se diriger vers cette plongée. On voit, hein, vous n'êtes pas forcément équipé d'un maillot de bain. Bon, il y a le masque, mais il y a la tenue. Est-ce qu'il faut un équipement particulier du fait que vous nagez avec les poissons? Du coup, pour pouvoir travailler sous l'eau un certain temps, il faut du coup tout ce qui est gilet, bouteille, et puis le détendeur pour pouvoir respirer, bien sûr. Et du coup, il y a quand même le masque, le traditionnel masque et tuba. Alors, on vous laisse vous équiper. Là, il est en train de mettre la bouteille dans le dos. Moi, je ne vais pas pouvoir l'accompagner, hein, parce que évidemment, je ne suis pas équipé. Bien dommage, j'aurais bien fait un petit plongeon, Jean-Luc. Et combien de temps vous allez pouvoir aller dans l'eau? Là, je peux facilement rester 2 heures sous l'eau, hein, en cas de besoin, selon les travaux qu'il y a à faire. Donc voilà, ça dépend vraiment du type de tâche. On voit, il y a déjà Thomas qui est déjà dans l'eau et qui vous attend. On va aller le voir, hein, Pascal, il est par ici. Attention. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en même temps ce que vous allez faire sous l'eau? Là, du coup, ça va être principalement du nettoyage de vitres, de l'observation des animaux. Et puis ça peut vraiment arriver qu'on fasse du nettoyage, de l'implantation de corail. C'est vraiment la priorité, c'est l'observation des animaux quand vous êtes sous l'eau? Il faut en profiter, voilà, quitte à être dans le bassin, on peut vraiment les observer de plus près et de façon particulière. C'est pas du tout le même regard qu'à la surface. On vous laisse finir. Et alors on va s'approcher ici. Loïc, si vous m'entendez, là on va bientôt les voir, alors si je comprends bien, là, tout près de nous. Il y a des chances, hein, s'ils se dirigent vers cette grande baie. Je pense que vous allez pouvoir les voir, je pense que ça va être un très beau spectacle. Ce sont vraiment des vénards. Hein. Bon, vous êtes sûr, vous voulez pas mettre les palmes, hein, Loïc, avec eux là? Elles sont là, je pourrais les prendre. Non, mais on va les laisser pour Vincent. Alors voici les palmes, Vincent. Ah, c'est tout un art. Hein. Ah, c'est toujours un moment. Vincent, ça fait 1 an et demi, hein, qu'il travaille ici à Nausicaa. La plupart des soigneurs, hein, ont la possibilité de plonger ici et de faire tous ces travaux. Ils sont habilités à ça et ils ont un formidable outil qui se trouve ici dans ma main. C'est pas léger, c'est un scooter sous-marin, c'est ça? Et voilà, je vous le confie. Je crois qu'il y a un petit coup de polish à faire du côté de la grande baie. Et si jamais vous voyez Jean-Luc et ses invités, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou de notre part. Merci Loïc. Philippe Vallet, vous disiez c'est un sacré joli bureau. Hein. Oui, c'est quand même pas mal. Hein. Et vous savez, c'est un vrai métier. Hein. Ils sont pas là pour s'amuser. Non, c'est vrai que d'ailleurs, les travaux sous-marins, c'est assez fatigant.
Bonjour Sandra Besoudo, merci d'être avec nous, d'être sur ce joli plateau. On ne peut pas rêver mieux comme plateau de télévision, non? Impossible, bonjour. Magnifique. Alors vous êtes océanographe bien évidemment, franco-colombienne, présidente de la fondation Malpelo. Alors évidemment, vous connaissez très bien Malpelo, évidemment. Philippe me disait tout à l'heure que quand vous avez vu ça, vous étiez très étonné, c'était comme là-bas, c'est vrai? C'est-à-dire que c'est vraiment impressionnant de voir la dimension. Et voilà, j'ai accepté immédiatement l'invitation de Philippe pour que Malpelo soit le représentant de la haute mer ici à Nausicaa. Alors pourquoi Malpelo, Philippe Valette? On cherchait un endroit dans la zone intertropicale puisque ça correspondait aux animaux qu'on voulait montrer, mais surtout Malpelo, c'est un concentré extraordinaire de biodiversité. Et puis il y a une très belle histoire, l'histoire de Sandra est magnifique à raconter aussi. Alors justement, votre histoire, vous êtes battu pour que ce soit reconnu parc national, c'est ça, c'était un vrai combat? Oui, ça a été un combat, c'était plus une conviction, quelque chose que j'étais, je sais pas, j'ai dit il faut protéger cet endroit. Donc ça fait plus de 36 ans que je travaille sur Malpelo avant qu'il soit déclaré comme une aire marine protégée. Et bon, ça m'a pris un bon moment, mais depuis 1995, on a réussi à la faire un sanctuaire de faune et de flore. Et aujourd'hui, c'est aussi un patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Et on voit toutes les espèces de requins, grâce au travail de Sandra, les espèces de requins qui tournent autour de Malpelo, qui sont en train de remonter. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on lui doit. Parce que clairement, c'était un site qui était menacé. C'est-à-dire que les premières fois que je suis arrivée à Malpelo comme une plongeuse, j'ai vu plusieurs bateaux de pêche qui étaient non seulement ancrés sur le corail, mais en plus le pont était couvert de requins de toutes espèces de la région. Et je me suis dit non, là il faut faire quelque chose, sinon cela va disparaître. Donc il a fallu travailler avec toutes les institutions du gouvernement peu à peu pour finalement avoir tout leur support. Et on a réussi donc à faire cette terre marine protégée, qui aujourd'hui ne serait pas là si on n'aurait pas fait ce travail. Et c'était un joli endroit, c'était important que vous soyez avec nous aujourd'hui, Sandra Besoudo. Regardez le plongeur qui était avec Loïc tout à l'heure, il est là et il va nous faire un coucou en direct sur France 3 Hauts-de-France. Bonjour, on aurait presque envie de faire une mini-interview, tellement c'est plutôt sympa. Là, c'est vraiment une belle image. Allez, on tend le micro. Alors peut-être qu'il a un petit message pour France 3 et il nous reste quelques secondes. Je ne sais pas. Regardez, c'est pas beau ça. Nausicaa aime France 3. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais en tout cas, c'est un super message. Et je fais le signe que tout va bien en plongée. Voilà, c'était une très belle image. Merci Philippe Valette de nous avoir accompagnés. C'est ouvert quasiment tous les jours, on le rappelle, Nausicaa, sauf à Noël et Nouvel An. En tout cas, c'était une super. Merci Sandra Besoudo. Merci à vous de nous avoir suivis avec cette visite magnifique, préparée par toutes nos équipes, réalisée par Loïc Lemarchand, préparée Christophe Lépine, Nathalie Boer et Juliette François. Très bel après-midi, venez à Nausicaa, c'est très très beau. À très bientôt.